Bienvenue tout le monde sur l'épisode 43 du Brap Show où on va parler du motocross d'Highpoint Outdoor US 2025 et encore une fois une victoire de Jet Lawrence et de Hayden Deegan. Les résultats sont quand même pas très variés, mais les courses ne sont pas chiantes à regarder. Ça va. Ça va. Donc on va parler de tout ça. Évidemment, on remercie MGT Design et MGT Design Racewear d'être avec nous depuis le début. Pour toutes vos demandes de kits déco de 100% perso, c'est MGT Design-du-bas MX sur Instagram. Et pour les tenues, c'est MGT Design-du-bas Racewear, pareil, sur Instagram. Et Vitina, malheureusement, qui avait remporté la tenue suite au concours pronostic du Supercross, ne s'est pas manifesté. Et donc, la tenue qui était à gagner, eh bien, Ken Laden 79 donc. Tu as eu énormément de bons pronostics et tu as montré un soutien infaillible depuis de nombreuses vidéos pour ce podcast. Donc, tu gagnes la tenue. Commente-nous commente cette vidéo et on verra dans les commentaires comment on fait pour entrer en contact. Ou tu nous donneras ton Instagram, comme ça on saura que c'est toi sur Instagram pour voir ce que tu veux comme tenue avec MGT Design Racewear. Bravo à toi et merci pour ton soutien depuis le début. Et pour les autres, ne vous en faites pas. Il y en a pour tout le monde. Parce que ça y est, on s'est mis d'accord avec MGT Design et MGT Design Racewear. Ouais, on est d'accord que ça va être pour les deux. Du coup, oui, maintenant que tu as annoncé, on ne peut pas revenir en J'ai arrière. encore rien annoncé. Bon, si vous, la dernière fois, on vous a demandé d'atteindre 20 likes il y a 2 vidéos. Vous aviez atteint 39. Vous avez été formidable. Pour avoir un petit épisode bonus sur le MXGP dernier. Et bien cette fois, si vous atteignez 50 likes sur cette vidéo, on vous fera gagner. Enfin non, on vous communiquera dans le prochain épisode qui sortira dans 2 semaines, donc juste avant le début du mois de juillet. On vous communiquera un petit code promo à faire valoir pour une réduction de 15% sur toute commande chez MGT Design et MGT Design Racewear, valable tout le mois de juillet 2025. Donc n'hésitez pas. Cliquez sur le petit pouce bleu, abonnez-vous si vous aimez ces petits podcasts qu'on fait. Et nous, on va tout de suite parler maintenant Highpoint, mais évidemment, avant tout ça, merci MGT Design, merci MGT Design Racewear. Et à mes côtés, vous le connaissez, vous l'avez reconnu, si vous ne faites qu'écouter, que vous ne regardez pas la vidéo, vous avez reconnu sa voix, Mr. Brap, qui sort d'une petite course aussi ce week-end. Il n'y avait pas que le MXUS, il y avait aussi la Ligue IDF, pas en IDF, mais quand même. Et si on a du temps, parce qu'il ne faut pas qu'on traîne trop non plus, mais si on a du temps, on en parlera peut-être un petit peu. Ou pas, comme il veut. On parlera de comment il a retourné la grille de départ en première manche. Bon, Jet Lawrence, 4-0 là, sur les overalls. Il a perdu une deuxième manche cette année, mais est-ce qu'il va perdre une course quand même, en général? Je me demande, c'est ce que je me dis là, c'est qu'il va peut-être nous faire un grand chelem du général. Donc, en tout cas, c'est bien parti. Et puis, ouais, il montre quand même que systématiquement, peu importe les conditions, peu importe ce qui se passe, le terrain, la texture ou quoi que ce soit, il est là. Même le départ, s'il part pas très bien, il remonte et suffisamment pour être en position de gagner. Donc, compliqué là pour les autres. Ouais, bah c'est sûr qu'il a cette régularité, tu vois, parce que je repense à Hangtown, il s'est dit, bon, bah écoute, je vais prendre la 3e place et puis on verra en deuxième manche. Alors ensuite, il a bénéficié quand même de circonstances un peu favorables avec le mauvais départ, puis la chute de Tomac. Ça, c'était des choses qui étaient hors de son contrôle. Mais lui, déjà, il a assuré une 3e place solide en première manche. Et après, il a fait ce qu'il fallait pour gagner la deuxième. Et là encore, il gagne la première manche. Puis après, mauvais départ dans la gadoue. Et il remonte comme il peut. Et il obtient une 3e place qui est encore une fois suffisante. Et en fait, c'est là encore une fois que les autres, et notamment Thomas qui est quand même le mieux placé pour, mais ne capitalise pas en fait sur les quelques rares erreurs qu'il va faire en fait. Surtout que Thomas en fait des plus grosses, quoi, parce que Ouais. c'est Thomas qui gagne la deuxième manche dans la boue. Ouais. Donc il a quand même capitalisé justement là-dessus, mais sauf que quand pas lui assez solide ne en gagne première pas, manche. voilà, quand lui ne gagne pas, par contre, il fait pas les résultats de Lawrence. Ouais, oui, voilà, c'est ça le problème. C'est que Lawrence, au final, il a que des premières et 3e places en manche cette année, là où Thomas a déjà une 9e place, une 5e cette semaine, ce week-end en première manche et une 4e à la toute première épreuve. Donc c'est sûr que ça, au final, ça lui coûte cher parce que 28 points d'avance, Jet, déjà. Tu penses qu'il y a encore, pour toi, le titre s'est plié ou...
Non, on peut pas dire que c'est plié parce qu'il peut toujours nous faire tenter un excès de confiance là, le Jet à vouloir nous sauter un double là où c'est 2 trous. Tu penses qu'il referait une erreur dans le genre? Tu penses qu'il en est encore capable? C'est possible, tout peut arriver, hein. Je pense qu'il est quand même trop malin pour faire 2 fois une erreur bête comme ça. Ouais, bah, peut-être pas exactement la même, tu vois, de tenter vraiment ce qui pour moi justement quand il s'est blessé était intentable en fait, enfin ne pouvait pas passer au vu de la configuration de la piste à ce moment-là. Quand il l'a tenté, pour moi ça ne passait pas. Donc je le vois pas refaire un truc comme ça qui physiquement est impossible d'être réalisé. Mais voilà, à un moment donné, prendre quand même un trou de travers ou la piste est quand même piégeuse, donc même si justement c'est assez ouf de le voir aussi bien exceller dans n'importe quelle condition, qu'il pleuve ou non, que ça glisse ou pas, avec des gros trous, pas des gros trous, un peu sablonneux ou pas, c'est quand même fou de le voir justement performer comme ça. Mais ça peut pas être comme ça toute ta vie, tout le temps, quoi. Ta petite étoile, elle peut pas te suivre comme ça sur une carrière de motocross. Et la preuve, c'est qu'elle l'a pas suivi déjà tout le long. C'est que après sa première année en 450, on se dit bon, bah, ça y est, allez, c'est plié les prochaines années, j'ai même pas envie de la regarder. Et des chutes, voilà. Mais après, on voit que même après les chutes, après les blessures, après un temps off, il est quand même là. Et donc, effectivement. Déjà, on voit qu'il guérit vite aussi. Ouais, c'est sûr. Et donc, il n'y a plus qu'à espérer en fait que les Cole Davis, les Digan, ça puisse continuer de monter en puissance pour arriver après en 450 et se rapprocher de son niveau et ne pas permettre que le gars il peut rester blessé la moitié de l'année et quand même revenir et dominer. Ouais. Je pensais à un truc, c'est que Thomas, qui du coup normalement aurait signé chez KTM, mais en tout cas a cherché un guidon pour 2 ans, a priori pour faire Supercross, Motocross, SMX, enfin la totale quoi. Mais du coup, avec Digan qui est censé monter en 450 l'été prochain, on va avoir Thomas et Digan qui vont s'affronter dans la catégorie 450 aussi. Ah, ce serait ouf. Quand même. Ça, j'avais pas vu venir quand même. Choc des générations. Ouais, encore plus qu'avec Thomas et Jet. Non, c'est sûr. Ah, je me demande en fait, tu sais, sur l'année dernière, là, quand il s'explose, Jet, ça se trouve, tu sais, il le tente en sachant que peut-être que ça passe pas, mais il s'est peut-être dit, même si ça passe pas, au pire, je prends un cours, mais ça va aller, quoi. Et ça n'a pas été. mais ouais, je le vois mal en fait refaire une erreur sur un excès de confiance, quoi. Surtout. Je pense que bon, maintenant il a 28 points d'avance, donc il est quand même plus tranquille au championnat, mais je pense qu'il voit vraiment comme le fait de battre Eli Tomac sur un championnat, maintenant qu'Eli Tomac semble être proche de son 100%, comme un défi et comme une des choses qu'il n'a pas encore faites, tu vois. Battre Chase Sexton, il l'a déjà fait, parce que de toute façon il avait fait un grand chelem et Chase avait essayé et il l'avait battu sur aucune course. Il a battu Chase Sexton en Supercross en 2024. Comme tous les autres, mais tu vois, le mec qu'il a pas encore battu sur un championnat, c'est Tomac, et la façon dont il parle de Tomac en plus à chaque fois en conférence de presse ou en interview, tu vois qu'il y a quand même beaucoup de respect. Donc je pense que tant que Tomac est sur la piste contre lui, ça va le garder en fait concentré et à pas tenter de trucs bêtes, tu vois. Ouais, et puis je pense qu'il a aussi appris à perdre. Une fois qu'il en a perdu une, bah, tu vois, il est OK avec une 3e place en première manche. Il se satisfait de ça parce qu'il sait qu'avec un 3-1, ça peut quand même gagner. Ou au moins un 2-1, ça gagne à 100%. Ouais. Donc il s'autorise à faire 2. Chose qui, je pense, ne s'autorisait pas à faire forcément quand il était sur une lancée de 1-1-1-1-1 et que ça monte à 10 fois de suite, 11 fois de suite, 12 fois de suite, etc. Donc ouais, maintenant, il est, je pense, moins à tenter des trucs comme ça où c'est pas nécessaire. Parce que c'est pareil, enfin, faire ce double-là qu'il fait en partant premier, quoi, il n'y avait pas d'intérêt à le faire. Donc... je crois que j'en avais parlé justement à cette période-là, qu'il y avait peut-être un petit peu d'ennui de son côté parce qu'il était toujours invaincu en arrivant à cette chute-là. Donc il y avait peut-être un peu d'ennui de son côté à se dire voilà, bah, en gros c'est moi contre la piste, quoi, parce que de toute façon personne n'a rien pour moi, tu vois, et pas de manière justement en mode pas arrogant. Voilà, pas arrogant en mode je suis trop fort, ils sont trop nuls, mais plus bah, il se trouve que je gagne tout le temps et que vu que je me bats pas avec des gars, bah je fais... Ah bah tiens, laisse-moi voir si je peux faire ci. Un peu comme à l'entraînement, tiens, je vais tester ça, je vais m'entraîner à faire ci, à faire ça, et
Et sauf que là, non, effectivement, pour moi, je sais pas ce qu'il en pense. Tu vois, ça serait intéressant. C'est dommage qu'on faites-nous monter là dans les likes, les vues, etc. Qu'on ait de la popularité, qu'on puisse aborder Jet Lawrence, avoir une petite interview et lui poser cette question. Tu vois, est-ce que lui, en revoyant la vidéo et en repassant même dessus après en deuxième manche, etc. Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, il pense que c'était quand même possible de le faire et que c'est lui qui a manqué peut-être son impulsion au moment de se détendre ou son coup de gaz ou quoi? Ou est-ce que il se rend compte, tu vois, après coup, il s'est dit non, en fait, j'y suis allé, mais ça pouvait pas passer quoi, de la façon dont la moto a réagi. Effectivement, elle pouvait que réagir comme ça. Ouais, ce serait intéressant de lui demander, mais à mon avis, il nous dira la même chose qu'il a dit l'année dernière, c'est que s'il avait ses réglages de 2023, ce serait passé, mais avec la 2024, ça passait pas. Non, ça passe jamais. T'arrives trop vite avec un trottoir, tu vois. Pas possible. Je viens de voir sur Instagram, avant qu'on commence, que les Honda 2026 ont été annoncés. Tout pareil que 2025, même prix, même moto, même déco, rien qui change. C'est beau, hein, un même prix, parce que Ouais. ils auraient pu changer quand même une Juste forme de plastique ou la la déco. et dire oh, bah, c'est plus justifier, cher. bah ouais, non, Inflation. donc, c'est bien. Ouais, bah, tu vois, ça me fait réfléchir. Quelle marque l'année prochaine? Ça met un point pour Honda déjà. Ça te fait réfléchir? Oui, parce que Honda n'était pas déjà acquis? Non, je suis pas contre changer de marque. Hein. Moi, Honda, il me paye pas. Hein. Je fais pas la promotion d'une moto. Il se trouve que en comparant le peu que j'ai pu essayer, et j'ai essayé aucune des autrichiennes. Déjà, j'ai essayé juste Yam, Honda, Kawa. Bah, la Honda aurait été le choix, peu importe le prix. Enfin, tu les mets toutes au même prix. Genre, la Honda aurait été mon choix. Bah donc, qu'est-ce qui risque de changer pour 2026? Bah, je sais pas, des fois que j'essaye une autre marque ou que je change de cylindrée. Qui sait? Oh, tu vas pas faire ça quand même. Ça se peut. Ça y est, tu vas monter en 450? Non, je vais redescendre en 125. Pour de vrai? Ça se peut. Ça te tente? Ouais, ça me tente. Franchement, ce que je dis à chaque fois, il n'y aurait pas un piston à faire toutes les 20 heures. L'année prochaine, je crois, je te dis, je repars avec un 125. Ouais. Mais c'est le piston toutes les 20 heures. J'ai pas le temps pour faire de la mécanique comme ça tous les mais mois. La bonne nouvelle, c'est que le piston, toutes les 20 heures, tu sais le faire toi-même sur le 125. Ouais, mais justement, c'est le temps après qu'il faut dégager pour le faire, parce que mine de rien, je prends un petit temps quand même à le faire. Tu repars dans le sud. Dans le sud, tu trouves toujours des potes qui te le font. Là, voilà, il faut que je me trouve un mécano dans le sud là, et qui prenne plaisir à faire ça. Tu vois. Lui, il faut qu'il se trouve un mécano. Non, mais qui prenne plaisir à faire ça, tu vois. Ouais. Un mec qui fait de la mécanique. Tu le payes en pack de Corona ou de 1664, là. Voilà, par exemple. Ou même pas, il kiffe tellement ce qu'il fait que il serait presque lui prêt à me payer, tu vois, pour pouvoir toucher à ma moto. Alors pas parce que c'est la moto de Mr. Blab, juste de toucher à une moto en plus. Ouais. Parce que les mécanos, ils ont pas assez de boulot. T'as raison. Bien connu. J'y crois. Bon, voilà. Bon, Jet, il a calé quand même en première manche. Il se fait doubler par Hunter et AP. Non, alors il se fait doubler par AP, et puis quand il voit son frère, il dit vas-y, passe, je te suis. Non, on voit très bien que quand il redémarre, il regarde derrière le mec, attends, je m'écarte, vas-y, passe. Voilà, on se bouscule pas, surtout tous les deux, hein, on est frères. Et après, il la remange en 2 tours. Bah oui, parce que, voilà, je pense qu'il s'est pas inquiété. Mais du coup, est-ce que tu crois que le rythme qu'il met là quand il doit redoubler, enfin, ou qu'il veut redoubler, parce qu'il doit, oui, il doit, mais surtout il veut. Tu penses que c'est un rythme qui pourrait tenir pendant les 30 minutes? Parce qu'il y a toujours ce débat un petit peu, Jet Lawrence, à chaque fois quand il est devant, il garde une avance de 2 à 5 secondes, mais il leur met jamais 20 secondes au mec. Et donc, t'en as qui disent c'est juste parce qu'il n'a pas envie, et t'en as d'autres comme Stewart qui disent que il est quand même plus proche de son 100% qu'on ne le pense, et que s'il leur met pas 25 secondes, c'est parce qu'il peut peut-être pas leur mettre 25 secondes, peut-être qu'il pourrait leur en mettre 7 ou 8, mais pas 25. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que quand on voit comment il roule quand il est derrière et qu'il doit rattraper et doubler, à ce rythme-là, s'il le faisait 30 minutes, il mettrait 25 secondes. Bah, c'est une bonne question, parce que quand tu le vois rouler, quand il est derrière, tu vois pas, enfin tu vois des fois faire un petit peu plus d'erreurs, mais tu vois pas non plus hors de contrôle. Encore une fois, tu vois pas quelqu'un qui débranche en fait. Non, tu vois. Là, à High Point en première manche, tu voyais pas quelqu'un qui débranche. Voilà. En première manche à Hangtown, tu voyais plus d'erreurs. Mais après, il s'est plaint aussi de dire que sa moto lui convenait pas trop, et que c'est pour ça qu'après, il a dit bon, ok, je vais prendre la 3e place. Il fait chaud, la moto c'est pas terrible. Et là, il faisait des erreurs, mais à High Point, non. Voilà, donc ça me donne envie de dire que il se met à 100% quand il est derrière. En fait, il est à son 100% quand il est derrière. Et donc quand il est devant, il est proche de son 100%. Mais effectivement, non, il y est pas. Puisqu'on voit cette différence de mince, j'ai calé et je vous remange très rapidement. Je suis capable de revenir sur vous très rapidement, de saisir les opportunités directes, de vous repasser.
et après de stabiliser En fait, tu vois, c'est pour faire notre travail d'analyste jusqu'au bout, il nous faudrait les chronos pour voir justement quel chrono il sort en fait quand il est derrière. Bah, il retombe ses chronos, il retombe en 2,05. Ouais, bah donc c'est clairement tranquille quand tu es devant, quoi. Ouais, je crois qu'il était en 2,07 avant de Donc caler. effectivement, il sera à 100%, il leur collera 25 secondes. Enfin, je veux dire, là, c'est les chiffres parlent. Mais est-ce que tu penses que le 2,05, s'il voulait, il pourrait le tenir les 30 minutes? Parce que tu vois, et du coup, j'ai commencé à écouter le Pulp MX Show et il y avait Skip Norfolk, qui est l'ancien mécanicien de McGrath, qui a émis un point intéressant en disant que en fait, bah, Jet, quand il roule pas à son 100% comme là, ou quand il fait pas les 2,05, bah, ça lui permet de récupérer pour pouvoir les sortir quand il en a besoin. Et puis ensuite, une fois qu'il est redevant, bah, il se remet en pilotage automatique limite et il récupère pour s'il y a à nouveau besoin de sortir. Mais du coup, est-ce que tu penses que 2,05, 30 minutes et 2 tours, il peut le faire? Bah, Ou est-ce que c'est prendre trop de risques? Est-ce que c'est trop se fatiguer À l'heure actuelle, là, au moment où on parle, peut-être pas. Parce qu'il n'a jamais besoin de le faire. Il n'a jamais eu besoin de le faire. Donc peut-être qu'aussi à la salle, il ne travaille pas en conséquence. Et à la fois... J'ai envie de dire qu'il l'a fait à la première épreuve en deuxième manche quand il avait Thomas à ses fesses pendant 25 minutes. Et après, Thomas a un peu lâché. Et Jet, il a dit bah, moi, je lâche pas, je continue. Et à la fin, il a mis 10 secondes à Thomas en 5 minutes. Quoi. Mais, ouais, et d'un côté, je le vois pas à la salle faire une rep de moins parce que bon, j'ai pas besoin de faire une rep de plus, tu vois. Enfin, je veux dire, je pense non, que oui, tu pense pas que t'entraînes. Qui soit feignant à l'entraînement. Voilà, tu t'entraînes pour être à 100% et pour donner le meilleur de toi. Et même quand tu vas à la salle, tu donnes le meilleur de toi. Donc sans arrêt, sans arrêt. Tu vois, tu vas pas à la salle t'entraîner à 80% parce que j'ai jamais trop besoin d'aller au-delà. Donc je pense qu'il a la caisse pour. Maintenant, il y a aussi pas meilleur entraînement que les manches en situation de course. Et donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, il n'a jamais eu besoin de le faire. Demain, tu lui mets quelqu'un qui est aussi rapide que lui et qui lui demande de le faire. Je pense qu'on est capable de le voir à ce rythme-là, du coup, tout au long de la manche, mais faire sûrement plus d'erreurs. Tu vois. Là, se mettre un peu en difficulté, arriver à la fin de la manche, être cramé, peut-être avoir les chronos qui diminuent peut-être un petit peu en fin de manche. Enfin, après, ça, on le voit pas nécessairement avec un mec qui est à fond tout le long. C'est pas obligé directement, mais la plupart du temps, quand même, on voit des chronos qui augmentent un petit peu arrivé en fin de manche, avec la fatigue, avec le fait que, bon, bah, voilà, et puis je suis à 3 secondes, j'aurai pas les 3 secondes dans les 5 minutes qui me restent, par exemple, donc bon, bah, je relâche un peu. Donc je pense qu'il serait capable de le tenir, mais avec plus d'erreurs. Et c'est effectivement ce pilotage-là, je pense, lui permet de ne pas faire, d'être quelqu'un de très propre et de ne faire que rarement d'erreurs, chuter rarement, rarement avoir les pieds en dehors des cale-pieds, tu vois, et d'être aussi précis à chaque fois, parce que je pense que c'est la même chose pour tout le monde. On te demande, tu fais ton meilleur chrono, et puis ensuite on te dit, tu prends 3 secondes de plus, et tu te mets dans ton chrono, tu restes dans ce chrono avec 3 secondes de plus que ce que tu es capable de faire. Bah, tu peux sans doute faire 30 minutes comme ça et tu vois à la fin ton cœur il n'est pas monté très haut, ça n'a pas été trop dur et forcément tu fais moins d'erreurs que quand tu es à bloc à la limite comme un Tomac, tu vois. Et c'est ce qui fait qu'on en revient à ce qu'on disait un peu dans les podcasts précédents. Je pense que il a justement cette marge-là qui lui permet de ne pas faire d'erreurs quand Tomac, lui, est à fond et commet des erreurs, et que si Tomac il va encore un peu plus à fond, il est au-dessus et il se plante. Donc en fait, tu penses que Jet, c'est quelqu'un qui roule à, je sais pas, disons 80-90% quand il est devant, et qui, quand il a besoin, monte à 100%, et tu penses pas que c'est quelqu'un qui roule à 100% tout le temps et qui va au-delà de la limite quand il a besoin pour doubler? Comme tu as dit, tu vois pas quelqu'un qui débranche, quoi. Non, après, ça c'est pareil. Enfin, là, faudrait statuer un peu la définition de chaque mot, tu vois. Mais, oui, parce que c'est sûr que dire plus que 100%, enfin, techniquement, c'est pas possible. Mais... ouais, et donc ça veut dire aller au-delà de ses limites. Et quand tu vas au-delà de tes limites, c'est là que tu finis par terre, quoi. Enfin, tu vois, que tu le fasses sur une action. Que tu le fasses sur une action, encore une fois. Tu vois, je trouve que ça le faisait au SMX. J'avais déjà parlé là, de cette action-là sur Thomas, quand il va le doubler sur la petite bosse, là, qui vient pleine balle. Il saute, il arrive, scrub en plus sur la bosse. Là, dans les trous, voilà, la vitesse qu'il prend à ce moment-là, là tu vois qu'il a débranché. Il n'y avait pas 15 000 situations pour dépasser, tu vois. Là, je pense qu'il allait chercher son 105, 110%, tu vois, sur cette action-là précise. Mais il va pas faire un tour à 110%, sinon c'est sûr qu'à un moment donné, ça plante quelque part, tu vois. Là, il a mis, quand le mec il va mettre de l'angle comme ça, et c'est ce qui arrive à Tomac. Je vais mettre plus d'angle parce que plus je vais aller vite dans le virage, plus il va falloir que je mette de l'angle pour virer, sauf qu'à un moment donné physiquement trop d'angle, voilà, en fonction de la position que tu as, etc., ça passe pas, et tu prends pas tous les jours
à tous tes entraînements les virages de cette manière-là quand tu cherches Jet qui est devant toi, tu vois. Et là, je pense qu'il faudrait justement, il y a un business à faire là-dedans, là, le développement de la réalité virtuelle, où tu arrives à mettre un fantôme devant Tomac à l'entraînement pour aller, qui va toujours plus vite, pour aller chercher, apprendre à aller chercher même à l'entraînement, parce que ça, c'est pareil. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même quelque chose de ouf. Les mecs à l'entraînement, enfin, ces gars-là, tout le monde ne roule pas tout seul. Il y en a qui justement s'entraînent avec le coéquipier ou avec d'autres teams, etc. Mais un Thomas qui s'entraîne tout seul, comment il fait le mec après pour arriver en course et être capable de suivre un Jet Lawrence, alors que tu vois, toute la semaine, ils sont chacun de leur côté. Et peut-être qu'à l'entraînement chez lui, il roule plus vite que Jet Lawrence. C'est trop bien. Ou peut-être pas. Après, non, en vrai, j'ai l'impression que Tomac, c'est quand même, surtout en motocross, parce que autant en supercross cette année, il a quand même fait des bons chronos aux essais et tout. Mais en motocross, j'ai l'impression qu'il est quand même plus à l'aise à enchaîner les tours et quand la grille tombe et aussi utiliser un peu son physique que juste avoir la vitesse de pointe. Donc je ne serais pas surpris de voir que Tomac il est quand même plus rapide le jour de la course qu'à l'entraînement. C'est le cas aussi de Roxane. Tu vois, Roxane, il dit tout le temps qu'il prend des secondes et des secondes par sexton à l'entraînement. Mais genre, c'est hallucinant. Mais arrivé le week-end, le jour de la course, il arrive à être compétitif. Il arrive toujours à gagner une course par an. Donc c'est qu'il n'est pas rincé, quoi. La deuxième manche de Jet, je me suis dit, il est mal parti, il était dans la gadoue. D'habitude, on sait, nous, on a en tout cas ce stigma de Jet qui aime pas la gadoue, parce qu'à San Francisco l'année dernière, tu avais l'impression qu'il n'avait rien à faire et qu'il a laissé tomber la moto 2 fois et tu avais l'impression qu'il était juste prêt à rentrer à l'hôtel. Et là, j'ai l'impression que c'était fun pour lui. Que justement, tiens, pour une fois, je suis pas tout seul devant on va voir jusqu'où je peux remonter. Et il s'affolait pas non plus pour autant, tu vois. Il a pris son temps pour rouler propre, doubler les pilotes un à un et remonter jusqu'à la 3e place. Mais ouais, je me suis dit, de l'extérieur, de derrière la télé, j'avais l'impression que pour lui, c'était limite un petit challenge. Ouais, il était à l'aise, quoi. Il paraissait à l'aise. Et je pense que la différence entre le supercross et le motocross, c'est qu'en motocross, il est déjà plus à l'aise. Et du coup, quand tu es plus à l'aise, tu as plus de vitesse. Et dans la boue, il faut garder la vitesse. Et qu'effectivement, en supercross, quand tu enroules les bosses, tu amasses la terre, tu es ralenti, la moto est lourde. Que là, tu voyais que la moto, elle restait légère quand même. Tu vois, heureusement, il venait tout juste de pleuvoir. Voilà. Donc, ça collait pas trop. C'était pas de la pâte à modeler collante là, qui vient rajouter des kilos et des kilos sur la moto. Et donc, c'est ce qui lui a permis quand même. Enfin, voilà, c'est ce que je disais, sur n'importe quelle texture, à partir du moment où ça roule, même si ça glisse un peu, il maîtrisera la glissade. Ouais. Bon, Tomac qui gagne la deuxième manche, il a mis les roll-off lui avant la deuxième manche. Là, le move de vétéran quand même. C'est le mec, là tu vois que le mec il a la bouteille. Ouais. C'est le papa de la catégorie qui met les roll-off alors que tous les autres ils étaient en tir-off quand même. Ouais, après je sais pas, le tir-off laminé, comment ça se passe, tu vois, avec la pluie. Le problème c'est qu'ils alors ils sont par pack de 7, pareil que pour ceux qu'on achète. Donc entre les 7 tu vas pas avoir d'eau qui passe. Après, entre deux packs de 7 différents, il peut y en avoir un petit peu. Donc déjà, à ce niveau-là, c'est un peu embêtant. Parce que même le dernier, il n'est pas collant. Le dernier est peut-être collant, mais non, je crois pas. Mais peut-être. Peut-être que je dis une bêtise, mais je crois pas. Et après, le problème, en fait, c'est que généralement, ils en mettent pas plus que 28, parce que après, déjà, 28, c'est trop épais et tu vois pas grand-chose au début de la manche. Et dans les conditions de la deuxième manche à High Point, même 28 air off, ça part vite. Et donc, c'était plus ça le problème que... du coup, j'entendais pareil, c'était sur le Pulp and Show. Mais de toute façon, toi, tu as déjà roulé en roll-off, donc tu le sais probablement. Mais les tear-off, qui partent avec 28 max, alors que des roll-off, tu as plus de 70 coups. Donc c'est presque le triple. Donc, c'est là que... En fait, c'est plus sur la durée de la manche, je pense que c'est plus intéressant. Oh, mais à la fois, j'ai déjà fumé un roll-off et jamais fumé de tir-off. Complètement, tu vois. Ouais, un roll-off à Fublen, il est parti neuf, le roll-off. Ouais. Oui, du coup, maintenant, je fais grave attention et ça me fout les boules parce que du coup, une fois que tu l'as enlevé, j'essaie de garder les 2 bobines comme un pauvre que je suis. De garder quand même mes 2 bobines bien enroulées, là, celle qui est sale, celle qui est propre, pour le remettre à l'entraînement ou m'arranger comme ça. Et repartir avec un neuf pour une course, me mettre dans de bonnes conditions. C'est pas pour le laver. Non. Mais ouais, non, j'ai déjà fumé un roll-off parce qu'à la fois, le roll-off, c'est rare que tu fasses juste un coup. Que le tir-off, t'en enlèves un, il faut quand même que tu te remanges de la terre pour en enlever un, quoi, tu vois. Que le roll-off, t'en tires au moins 2, quoi, je pense. Oui, mais t'en tires 2 parce que t'as pas fait tout défiler en un coup, si.
Je sais pas. Bon, pas de course le week-end prochain, mais dans 2 semaines, c'est Southwick, le seul terrain de sable aux États-Unis, enfin, sur le championnat américain, j'entends. Je me dis que ça va être intéressant parce que je trouve que du sable, c'est le terrain où vraiment ça rééquilibre peut-être genre, les deux styles de pilotage, que ce soit Jet ou Tomac, ont leurs avantages en fait. Parce que Tomac, un peu comme un Air Lynx, où ça paraît plus en force, mais c'est quand même pas dépourvu non plus de technique, dans le sable, ça va pas se bloquer et repartir de zéro. Il sait quand même garder l'élan. Et à côté de ça, la finesse de Jet, de toute façon, Jet, il garde l'élan même quand il est sur la terre, quelles que soient les conditions, c'est tout le temps comme ça. Donc, il n'y a aucun doute. Et puis, il sautille dans les trous, donc il n'y a aucun doute que ça marche bien dans le sable, quoi. Mais je me dis que ça fait partie des surfaces où le style de Tomac est peut-être moins désavantage qu'ailleurs. Ouais, je sais pas. Tu trouves pas qu'ils ont un pilotage un peu similaire, Air Lynx et Tomac? Je trouve qu'ils ont la carrure un peu similaire. Ouais. Après, je vois pas un Air Lynx s'écraser dans les ornières là, comme le fait Tomac, genre vraiment bourrin, tu vois. Je mettrais quand même Tomac un peu plus bourrin que Air Lynx. Après, j'ai pas de souvenir de Tomac qui roule dans le sable, donc. Mais bon, je partais juste du principe que de manière générale, enfin, le pilotage de jet, justement, s'apparente à toutes les conditions. Garder l'élan, que ce soit la boue ou du sable, c'est mieux que gros coup de frein arrière, virage au frein et coup de gâchette. Ouais, Donc ouais, en fait, peu importe la surface, je vois pas un avantage pour Tomac, si ce n'est le débranchage qui finit pas en cabane sur le chien. Il n'y a que ça que je vois pour voir un petit Tomac battre Jet à la régulière, un peu tous les deux partis 1-1 et sortir le Beast Mode et le doubler, un peu comme il l'a fait justement dans le sable. Je ne sais plus quelle épreuve en Supercross. À San Diego. Dans l'extérieur, là. Ouais. Voilà, partir comme ça, sortir des extérieurs de fou et. C'était beau. Ah, tu me rappelles de beaux souvenirs. Bon, écoute, on verra. Hunter Lawrence 2-2. Ça progressait déjà en fait la semaine dernière, mais petite chute dans la première manche qui fait qu'il a cédé sa 3e place à Tomac. Là, cette fois, il a été solide les 2 manches. Et ouais, je pense qu'il est en train de se détacher de Aaron Plessinger et Justin Cooper, là. Gentiment. Ouais, Il était pas très loin de Tomac en 2e manche tout le long. Il a décroché un tout petit peu à la fin, mais je crois que c'est parce qu'il avait plus de terre justement. Et il disait en conférence de presse qu'il attendait de voir si Tomac allait pas aussi avoir un problème de lunettes ou avec les conditions de piste il lui arrive quelque chose. Enfin, il était un peu en train de réfléchir comment est-ce qu'il pourrait peut-être essayer de le doubler, tu vois. Mais il était un peu déçu qu'il y ait eu le drapeau rouge. Mais en vrai, ouais, sinon tout le reste de la manche, il était pas si loin que ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, bon, c'est toujours pareil avec la première place. Est-ce que Tomac il était en train de gérer ou est-ce que lui il se donnait à 100% pour essayer de creuser un écart on ne sait pas trop à ce moment-là. Donc, difficile de juger. Mais bon, c'est vrai que toujours solide. Et puis, je crois qu'on en parlait justement en face. Je me disais que en vrai, tu supprimes Jet. Tu prends les résultats d'Hunter. Ouais, c'est fort. Et c'est vrai que je le trouve un peu dans l'ombre de son frère. Et enfin, les médias font ça aussi, hein, ça parle plus de Jet que de Hunter. Mais que mine de rien, t'enlèves Jet, ça fait quand même un sacré client et de très belles perfs. Déjà avec Jet, de très belles perfs, mais forcément une encore plus haute sans Jet. Et c'est costaud quoi, pour un mec qui vient en 4,50 quand même, tu vois. Enfin, après, je sais pas si c'est juste ma représentation à moi, tu vois, mais c'est vrai que je le vois un peu, je dirais pas pour compléter le plateau, Hunter, je dirais pas jusque-là, mais je vois pas spécialement pour la gagne. Et on en parlait aussi. Est-ce que réellement, justement, il a cette détermination à gagner? On disait que bon, si c'est son frère, en fait, il s'en fout un peu, que ce soit son frère ou lui, c'est un peu comme si c'était lui qui avait gagné. Si c'est un autre, un peu moins. Mais à la fois, ouais, c'est peut-être aussi le fait qu'il soit un peu, alors pas réservé, mais qui montre pas une détermination, qui soit pas une grande gueule à la Digane et qui montre pas une grande détermination à tous les battre. Il est plus stoïque. Voilà, qui fait que je me dis. La défaite, il est un peu toujours pareil, assez neutre. Que je me dis, du coup, voilà, c'est peut-être pas un prétendant ni à la victoire, ni au titre ou quoi que ce soit, alors qu'en fait, c'est autant un client que les autres. Hein. Peut-être qu'un Sexton, tu vois, s'il avait continué, ça se trouve, il aurait été au niveau de Sexton. Donc.
Ouais, comme il a plus ou moins été quand même l'année dernière, hein, parce que il y a beaucoup, il n'a pas gagné un général, mais parce qu'il a beaucoup fait premier, deuxième, et non Hmm. l'inverse. Donc ça lui a coûté, mais sans prendre justement cet avantage de la deuxième manche, au final, c'est comme s'il en avait gagné quelques-unes quand même l'année dernière. Ouais, presque, parce que du coup, zéro victoire pour l'instant, 450, mais à chaque fois pas très loin. Je pense que, comme tu dis, en fait, tant qu'il est deuxième derrière son frère, pour lui, ça le dérange pas plus que ça. Mais à mon avis, avant la fin de sa carrière, il voudra avoir gagné un titre 450 quand même. Je pense que c'est quand même dans son ambition. Et ouais, je me dis peut-être qu'en fait, il est juste pas pressé, tu vois, et qu'il sait qu'il a encore une marge de progression et qu'il prend son temps pour progresser et faire les choses bien. Mais je pense que si d'ici 2 3 ans, Jet il continue de tout gagner et lui n'en a pas gagné un, pas qu'il y aura de l'animosité avec son frère, hein, pas du tout, mais il dira non, mais cette année, là, tu vois, je sais pas, on est en 2027 ou 2028, j'ai vraiment envie d'aller battre mon petit frère à la régulière, proprement, et d'aller me gagner un titre 450 et montrer à tout le monde que je suis, et à moi-même que je suis le pilote que je pense être, quoi, Mm, mm. à mon avis. Mais ouais, c'est sûr que Hunter Lawrence, c'est très bon. Aaron Plessinger fait 3-4. La Gadou, ça n'a pas été un avantage cette fois pour lui. Mais Mhm. alors ça, c'est dans la conférence de presse, je crois, que Hunter Lawrence en parle, où il discutait avec Aaron Plessinger du pneu sable. Et comme quoi, en première manche, encore une fois, tout le monde l'avait à High Point et tout, et que c'était du délire. Et arrivé sur la grille de départ de la deuxième manche, Plessinger dit à Hunter, te soucie pas du pneu arrière que j'ai. Et du coup, Hunter, il regarde, et cette fois, il n'avait pas mis le pneu sable. Mais bon, dans la gadoue, il aurait peut-être dû au final. Ah, je sais pas, hein, parce que si la grille de départ, enfin pour le départ encore quoi, si c'est RC profond, du coup c'est intéressant parce que voilà, mais la gadoue, enfin tu vois les traces qui sont dégagées, elles deviennent glissantes en fait. Ouais, mais du coup, quand t'es pas sur l'angle, t'es quand même avantagé. Et à la limite, tu vas chercher plus d'extérieur, tu vois, et tu fais un peu en fonction de ton pneu. Mais j'ose imaginer que tu glisses quand même moins avec le pneu à cuillère, sinon, comme on dit, plutôt que je dis comme on dit, ça se trouve, je sais. Ouais, je crois, hein, moi j'ai jamais entendu. Mais parce qu'en anglais, c'est scoop. Ouais. Tu vois, ils disent scoop tire. Et scoop, c'est comme la cuillère pour la glace, en fait. Ah ouais. Donc c'est pour ça, tu vois, ils disent pas une boule de glace, ils disent une scoop de Ah, glace. ok. Donc bref, c'est pour ça que pneu à cuillère. Bref. Et bah écoute, on va lancer un truc. Au pire, si c'est pas déjà fait, on va lancer un truc. Mais donc, ouais, le pneu à cuillère, j'aurais tendance à penser que c'est plus adapté, hein, dans la gadoue. Moi je crois pas, hein. Enfin, à part sur la ligne droite de départ encore une fois, peut-être, mais mais sinon non quoi. C'est quand c'est glissant, le pneu sable. Tu veux pas dire cuillère. C'est pas ce qu'il faut, hein. C'est pas ce qu'il faut. Cependant, le team KTM a fait un sacré pit stop avec un beau changement de lunettes, hein, quand même. D'habitude, même quand tu vois la Goggle Lane en MXGP et tout, bah, les pilotes préfèrent les mettre eux-mêmes Bah parce que ouais. c'est pas évident que Bah quelqu'un te non, les non, mette, non. que tu les mettes bien. Alors, elles n'étaient pas hyper bien en face de ses yeux, mais ils lui ont bien essuyé le visage assez rapidement. Carlos, il lui a mis ça sur la tête. C'était un peu décalé, mais après, il réajuste et il a quand même pas perdu trop de temps. Ouais. Non, c'est vrai qu'il a pas perdu trop de temps. Après, effectivement, j'en ai vu parler beaucoup, même sur les réseaux. Après, waouh, truc de fou et tout. Je sais pas, j'aurais aimé en voir plus du coup pour comparer un peu avec les autres, mais parce que ça me paraît pas non plus. Ah, si, des fois, il y a des cafouillages, mais parce qu'en plus, en fait, il le travaille même pas à Bah, l'entraînement. mais Et tu vois, ça c'est pareil, je c'est une crois que je me rappelle. aberration, moi je trouve. Je crois que je me rappelle que ça devait être aux Nations. Alors, est-ce que c'était moi, j'ai un souvenir de Paulin, mais donc, du coup, tu vois, le mécano veut lui mettre et lui, il est en mode non, non, donne-les-moi parce que alors, tu vas pas y Ouais. arriver. Peut-être j'ai de la gadoue dans les yeux, tu vois, je sais pas. Et donc, parfois, il y a des cafouillages comme ça qui font qu'au final, bah, tu perds du temps. Ouais, si, je crois que Vial aussi à Materlé, il y a eu cafouillage là, la dernière fois où ils y sont allés, là, qu'il y avait un peu de pluie, Ouais, ouais. de boue, etc. Mais non, mais ça aussi, c'est pareil, genre, tu te mets d'accord une fois, quoi. Tu vois, au début, tu signes ton contrat, tu dis s'il y a la boue et que tu dois changer de lunettes, comment on fait? Ouais. Est-ce qu'on te les donne, tu les mets toi-même?
Tu vois, après, évidemment, il y a des adaptations. Est-ce qu'on t'essuie la gueule ou pas, tu vois, genre... Mais c'est vrai que tu vois, il savait qu'il y avait potentiellement de la pluie dans les prédictions Ouais, météorologiques tu t'en parles avant la High manche. Point. Donc le dernier entraînement avant High Point. Après, le problème, c'est que tu sais, maintenant, ils ont leurs mécaniciens d'entraînement. C'est pas les mêmes que les mécaniciens de course. Non, mais Donc, juste déjà statuer qui la met, qu'il n'y ait pas de cafouillage entre j'essaie de te le mettre, mais non, attends, je le mais fais. Tac. remarque que ça, tu peux même t'y entraîner un petit peu dans les pits le vendredi avant la course, en fait. Parce que tu vois, je me disais, le dernier jour avant l'entraînement, t'en fais 3-4 avec ton mécanicien. Quelle que soit la configuration, ils te les donnent où tu les mets, mais pour que tu sais, ce soit fluide et qu'il y ait un minimum de perte de temps. Mais ça, en fait, ils peuvent et puis ils peuvent tester les deux options, en fait. Teste les deux options, fais trois passages où c'est ton mécanicien qui te les met sur le casque, fais 3 passages où tu les mets, tu prends, tu prends le chauffeur du camion pour timer tous les passages, et puis tu vois qu'est-ce qui fait perdre le moins de temps et avec lequel tu es le plus à l'aise. Et puis c'est parti. Mais c'est vrai que ouais, ils l'ont pas fait. À mon avis, ils l'ont pas fait en tout cas. Mais en tout cas, du coup, je pense que même avec de l'entraînement, tu peux pas aller beaucoup plus vite que ça. Ouais, non, c'est vrai, c'était quand même efficace. T'en as un qui lui essuie le visage, l'autre qui, une fois le visage est propre, paf, je le mets les lunettes. Non, c'était beau. Prado, 12e 23. Je sais pas ce qui s'est passé en deuxième manche. Il se fait battre par Verag, du coup. Tu l'as mentionné, qu'on a vu Scotty Verag à l'écran doubler Prado en deuxième manche. Et en première manche, il se fait battre par Paturel. Paturel lui fait 11 de la première Et il y a manche. un mec qui a mis un commentaire intéressant sur les réseaux, sur ses résultats à lui, en disant en gros, je crois, ce serait drôle de voir un Airlings venir ce week-end, là, enfin, tu vois, la prochaine course où s'il y a un trou en GP, venir faire une pige sur le MXUS pour faire un peu le comparo Airlings, Prado cette année, quoi, là. Ouais. Tel quel. Mais moi, je pense que là, on peut pas, à ce stade, enfin, de toute façon, pour ceux qui nous ont suivis depuis plusieurs semaines, ils savent déjà que et toi, tu étais d'accord avec moi, je crois. Enfin, on était un peu du même avis que Prado, il allait pas non plus faire des lumières et gagner 4 courses et être troisième au championnat à la fin du championnat outdoor. C'est pas ce qu'on disait. Bah, moi, je crois que j'avais quand même dit qu'il allait peut-être gagner une manche, tu vois. Peut-être Ouais, pas en ouais. général, je sais plus ce que je disais dans les précédents podcasts, mais quand Mais même, tu je vois, voyais quand qui même. gagne une manche en fin de saison, j'aurais pas été surpris et ça peut encore arriver en plus. Mais ouais, pour moi, aller chercher du top 5 constamment, déjà, ça allait être compliqué pour Prado parce qu'il y a le changement de team, le changement de marque de moto, le retour de blessure, le changement de continent avec toutes les pistes que lui ne connaît pas alors que tous les autres connaissent les pistes, tout ça. Donc, mais là, enfin 12-23, alors 23 de toute façon, il a dû y arriver quelque chose. Après, en plus, il me semble que Prado, c'est pas un fan de Gadou non plus. Hmm. Mais ces résultats, je me demande s'il n'y a pas un problème en fait dont on n'est pas au courant, là, autre que juste le moteur de Sakawa est pas aussi puissant qu'il aimerait. Parce qu'en plus, là, on l'a vu partir dans le top 5, je crois presque les 2 manches. Et donc, tu vois, première manche, au deuxième ou troisième virage, il est cinquième, il finit 12. En deuxième manche, je ne sais plus combien il part, mais il finit 23. Bah, je pense qu'il l'aurait dit parce que sinon, enfin, tu vois, tu mets pas du coup l'excuse sur la moto s'il y a une autre excuse quelque part, tu vois, une autre raison qui est réelle Ouais, comparée à la moto. Moi, je pense qu'il y a vraiment la moto avec laquelle il est pas à l'aise et d'autres facteurs et qu'aujourd'hui, du coup, il est pas du tout dans le mood non plus parce qu'il s'attendait, je pense, à peut-être concurrencer pour gagner ou des podiums, qu'il y est pas du tout, qu'il se prend 40 secondes tous les week-ends. Donc je pense que tout ça fait que ça va pas le tirer vers le haut, quoi. Ça l'assomme encore plus, en fait, de faire une manche où, purée, je m'attendais à me battre peut-être pour un podium, pas forcément gagner, parce que voilà, je garde la tête sur les épaules et je vais pas arriver et gagner tout de suite là aujourd'hui, même si c'est mes ambitions. Là, je pense qu'il est et il s'entraîne tout seul à chaque fois et tout, les gars. Donc, enfin, lui au club MX, mais il roule face à qui là-bas, tu vois? Enfin, face à comment il s'appelle? Cotichoc Cotichoc qui file devant là. Phil Nicoletti et les amateurs de. Ouais, du donc tu club vois, je suis curieux de savoir comment ça se passe par exemple à l'entraînement. Est-ce qu'ils font des manches aussi parce qu'ils s'entraînent au même endroit, mais est-ce qu'ils roulent en même temps? Ouais, je sais pas. Et donc si ils roulent en même temps, ce qui serait préférable, qu'est-ce que ça dit déjà à l'entraînement? Mais moi, je pense que ça s'entraîne un peu tout seul dans son coin et qu'arrivé sur le jour de course, boum, il s'est pris une gifle parce que ah mince, en fait, je suis pas du tout au niveau quoi. Donc retour au charbon, il va pas faire des miracles là en 3 semaines entre les manches. C'est pas là que tu fais le gros du travail, donc il va pouvoir essayer de grappiller quelques secondes et aller vers du mieux. Il Ouais, mais a tu chopé une t'attendrais quand 5e même à place ce par que exemple. ça progresse petit à petit parce que tu vois, Hunter, c'était pas ça
La première épreuve du championnat, il était plus à la Rucla, et là, il fait 2-2, tu vois. Hunter, il y a eu une petite progression au fil des quatre épreuves. Là où Prado, tu as l'impression que c'était compliqué la première, compliqué la deuxième, qu'à la troisième, il casse, encore une fois, il casse la moto. La moto casse en deuxième manche. Et là, quatrième épreuve, c'est pareil, tu as l'impression qu'il s'est passé quelque chose en deuxième manche. Et puis même en première, enfin, 12e, je sais pas, peut-être qu'il est tombé ou quoi, mais enfin, 12e, c'est quand même vraiment pas bien, quoi. Non, c'est sûr. Mais ouais, moi je pense que là, il doit se dire pourquoi j'ai signé. Non, mais puis moi, ce qui. J'ai du mal à croire en fait que si tu lui mets une autre moto entre les jambes, il passe de 12 à 1, tu vois. Et sauf que c'est ça l'objectif pour Jorge Prado, c'est de gagner des courses et se battre pour des titres. Donc, Bah, tu donc vois, ça, je me ça dis, il vise la serait mieux première avec sa place. Gasgas, je pense pas qu'il fasse 12. Hein. Avec sa Non, Gasgas mais l'année dernière, il vient pas Sagas. faire 12. Je pense qu'avec sa Gasgas, il fait 5. Parce qu'il y a toujours le paramètre de lui, il connaît pas les terrains, il faut les apprendre en 15 minutes, ou 2 fois Mais 15 tu mets minutes. Jet, Hunter, Tomac. Et qui devant? Plessinger, Singer. Justin Cooper aussi peut-être, tu vois. Mais pour moi, ouais, avec sa Gasgas, je le mets dans le mix de Justin Cooper, Aaron Plessinger. Et en fait, Plessinger, il se bat avec Tomac et Hunter aussi, mais j'ai l'impression que Tomac et Hunter sont en train de se détacher et être vraiment plus constamment aux avant-postes que Plessinger et Justin Cooper, où c'est un peu plus au coup d'éclat et un peu aussi dépendant du départ. Et ouais, tu vois, je mettrais Prado avec ce groupe. Ouais. Et je me dis pas, il suit Jet pendant 30 minutes avec sa Gasgas. Non, Pas je cette pense année, pas, en tout mais ouais, je top 5 et faire quelques podiums quand même. Je le vois faire quelques podiums, donc je pense que ça lui a quand même changé et que quoi qu'il arrive, ouais, je sais pas, il s'est peut-être un peu endormi justement sur cette moto pas trop puissante, j'en sais rien. Tu vois, peut-être qu'il a adopté. Bah, de toute façon, tu vas pas révolutionner dans le pilotage. Si tu as pris l'habitude de rouler avec des motos surpuissantes et que tu arrives sur une moto moins puissante, bah, tu t'endors un peu sur celle-ci. Tu vois, si tu la pilotes de la même manière alors qu'il te manque 10 chevaux. Pour avoir la Ça réponse, va on pas devrait aller mettre aussi Jet vite, sur quoi. la Kawa et Prado sur la Honda et voir ce que ça donne. Ça se trouve, Prado, il met 40 secondes à Jet s'ils échangent les motos. De toute façon, on verra Sexton, hein, du coup, ce qu'il va nous en faire. Je sais pas si elle change beaucoup, la 450 Kawa, mais. Sexton, il doit être inquiet. Oh là là. Non, mais je pense que là, Sexton, à ce stade, il se dit comment? Il se dit non, mais là, ça peut pas être que la moto. Pas 12e. Jorge, me dis pas que 12e, c'est juste à cause de la moto. Là, tu me fais peur. Non, je vois pas un Sexton sur n'importe quelle moto. Enfin, c'est comme un Tomac. Ça m'inquiète un peu, hein, le passage sur KTM, mais je Mais vois tu pas sais faire quoi? 12 sur une KTM. Plus j'y pense et plus je préfère un passage sur KTM que sur Ducati ou Triumph, quand même, pour Tomac. Oui. Et ça m'inquiète un peu plus pour le SX que pour le MX. Je trouve que tu Ouais, vois, je sais pas. Plessinger, ça roule très bien sur la KT là en MX. Ouais. Là, je sais pas, c'est peut-être une idée reçue, hein, mais surtout dans les whoops, en fait, la KTM, j'ai jamais vu un mec tuer des whoops sur une KTM. Et on a vu des tueurs de whoops sur des KTM, que ce soit Malcolm Stewart ou Chad Reed, et ils tuaient pas les whoops pareil que quand ils étaient sur d'autres motos, quoi. Ouais. Donc, ouais. Et en plus, Tomac, ces dernières années, c'était pas un tueur de whoops. Sur sa Yamaha avec sa fourche Non. molle. Même cette année, tu vois, il dribble toute la finale, les whoops à San Diego, c'est la course qu'il gagne, mais il les dribble pas à une vitesse phénoménale non plus. Donc je sais pas. Bon, t'as autre chose pour la catégorie 450? Je crois pas. Ok, on va parler des 250. Bon, Digan, premier, il marque les 50 points. Ah là, il a remis les pendules à l'heure, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Non, il va commencer à s'ennuyer un petit peu lui aussi. Hein. On va passer tout de suite au vif du sujet. Pourquoi tu rigoles? Parce que tu rigoles. C'est pas drôle ce qui se passe là, Clément. Je sais pas, moi par contre, enfin, tu vois, là on va être l'ennemi d'Internet parce que j'ai l'impression qu'on va dire tout l'inverse de ce qui se passe sur Internet. Ah ouais? Ouais. Bah d'accord. Alors, on va parler de Chen Simons. On le dit ou on le dit pas. Bah, on va le dire, ouais, bah, on est là pour ça. Hein. Et puis, mais si les gens sont pas d'accord avec nous, moi, j'accueille le débat. Vous pouvez en parler dans les commentaires. Bon, lui, il n'a pas le temps, Mister Bop, mais moi, je réponds, il n'y a pas de souci. Et puis, on peut en discuter, puis ça alimentera les discussions aussi pour les prochains épisodes.
C'est exactement pour ça qu'on fait ces vidéos. Mais pourquoi il se dit quoi sur Internet du coup? Parce qu'évidemment, on va parler de Tom Vial qui a quand même fini deuxième. Donc là, c'est le moment où vous faites Donc- pause sur la vidéo, vous donnez votre avis en commentaire, comme ça, on n'influence pas votre avis sur ce qu'on va dire derrière, et ça permet d'avoir l'avis un peu de tout le monde, parce qu'effectivement, ce que je vais dire, on est l'ennemi de, enfin, on va être l'ennemi de ce qui se dit sur Internet. En fait, je me fie à ce qu'on entend sur Internet, et donc même si on met pas un pied devant l'autre sur une moto, ben, ça permet sur Internet de donner notre avis. Mais par contre, du coup, l'avis des autres pimpins comme nous, ben, on l'a pas, on le connaît pas spécialement, à part le tonton qu'on voit sur le terrain, mais le vôtre on le sait pas, donc n'hésitez pas à le donner en commentaire, que vous soyez pour, contre ce qu'on dit, avec ou pas avec. D'accord ou pas d'accord. Exactement, et dites-le. Qu'est-ce que tu entends toi sur les réseaux d'abord? Que c'est mieux, c'est bien, c'est positif, il y a du mieux. Ouais, mais c'est ce que Tom dit lui-même. Mais pas Enfin, tout. Oui, mais Tom, on sait qu'il a un sur discours. le podium, il a dit que c'est plutôt pas mal, c'est mieux, deuxième. Tom, on sait qu'il a un discours qui positive. Souvent. Voilà, souvent. Et voilà, un peu à l'image d'un Ken Roxen aussi, tu vois. Ken Roxen, c'est rare que tu l'entendes. Moi, il est quand même plus peut-être un peu plus critique que Tom Vial Roxen. sur lui-même, mais c'est quand même souvent, il tire le positif. Le mec, il se fait battre Oui. tout le temps dans le dernier tour par le même mec. Et à la fin, oui, mais il y a du mieux. Là, j'ai tenu 18 minutes au lieu de 15 la dernière fois. Et quand même content du coup d'avoir fini deuxième parce qu'il y a du mieux, etc. T'as encore perdu dans le dernier tour, tu vois. Mais non, mais voilà. Mais Yannick Kervella, comme ça qu'il s'appelle. Yannick Kervella, qui dit que c'est mieux. DV, je crois pas. Vous pourrez aller écouter du coup son podcast. Je crois que, enfin, il souligne certains points qui sont plus positifs, mais que dans l'ensemble, enfin voilà, ça reste, ça manque quoi. Musquin qui soulignait, enfin qui trouvait que c'était quand même mieux, etc. Ouais, mais Marvin, pareil, il est toujours très positif quand même. Donc ouais, j'ai entendu pas mal de c'est mieux. Donc effectivement, en termes de résultats, c'est mieux puisqu'il monte sur le podium. C'est ça. Un peu cher payé parce que, enfin non, il avait quand même le podium, mais pas deuxième. Je crois si Aimas n'avait pas dégradé. Ouais, peut-être. Ouais, je crois qu'il y avait quand même le podium, peut-être troisième à ce moment-là. Bon, je sais plus. Mais effectivement, enfin, encore une fois, pour le voir gagner, il manque encore beaucoup. Donc c'est mieux en termes de résultats. Il n'a pas fini à l'ouest, mais parce qu'il n'est pas tombé non plus. Je crois qu'au final, les fois où il termine loin, j'ai plus ses résultats précis là en tête de chacune des manches, mais il y a la seule fois où il y en a une fois où il termine pas. Ouais. Celle d'après, il avait son hématome au coude et sur le côté qui fait part de loin et il remonte vers la 8e place, dans la douleur. Comme ça. Et donc une belle remontée en partant très loin. La semaine dernière, je crois qu'il a dit qu'il n'a pas compris parce que sa moto, ça marchait quand même mieux, même en altitude l'année d'avant, et là, il a galéré. Donc la semaine dernière, il tombe pas, mais alors, je vais te dire moi ce que j'en pense. J'en pense qu'en fait, le résultat est mieux, mais que c'est pareil. Parce que en première manche, il finit 4e. Il se fait battre par Kitchen et Hamaker. Hamaker qui n'a pas roulé depuis Hangtown parce qu'il est tombé aussi à Hangtown. Donc se faire battre par Kitchen, pourquoi pas, c'est dans la logique de ce qu'on a vu jusque-là. J'avoue que je ne m'attendais pas à le voir se faire battre par Hamaker. En deuxième manche, il finit deuxième. Il finit deuxième, mais il est troisième tout du long derrière Hymas qui se fait mal au genou. Et on va en parler un petit peu, mais a priori, ce serait des ligaments croisés sur son bon genou. Donc il n'y aura plus de bon genou. Donc coup dur quand même pour Hymas, mais on attend le résultat de l'IRM qu'il a passé. Mais donc il est troisième derrière Hymas tout au long de la manche, et une fois qu'Hymas se fait mal et du coup ralentit, Vial le double et bénéficie de la deuxième place. Kitchen en deuxième manche s'accroche avec un pilote dans le premier tour et perd beaucoup de place, et donc du coup doit remonter de loin. Finit que 6 de la deuxième manche, et Shimoda, alors qu'il était à ça de doubler Vial, tombe. Donc et Hamaker, je sais pas ce qu'il a fait en deuxième manche, mais bon, vu que de toute façon je considère qu'Hamaker n'aurait pas dû battre Tom Vial en première manche, je vais pas dire qu'il aurait été encore devant en deuxième. Donc en fait, le 4-2 de Tom Vial, il aurait très facilement pu être 4-4, voire même un 4-5. Ben c'est ça, en fait, c'est que le résultat est mieux, mais que ça dépend pas de lui. Et alors c'est sûr que voilà, après on va dire avec des scies, on met New York en bouteille et on refait le monde. Oui, à un moment donné, tu peux pas gagner juste sur les erreurs. Enfin, il l'a un peu fait en Supercross du coup. Et j'allais dire, tu peux pas gagner juste sur les erreurs des autres.
Tu vois, parce que le jour où les autres arrêtent de faire des erreurs, alors pour ça, tu vas me dire, faut-il qu'ils arrêtent de faire des erreurs, mais à un moment donné, le garçon, il monte en Un jour, tu montes en 450. 450 et Jet, il en fait pas. Voilà. T'as un Enfin, Jet Lawrence. Jet, en fait, quand il fait une erreur, il se blesse. Mais le reste du temps, il C'est fait pas ça. d'erreur. Donc, Et t'en as d'autres qui auront beau faire des erreurs, remontent comme des acharnés. Enfin, il y a un Digan aussi qui va monter en 4,50. Et Digan, je veux dire, quand il tombe et qu'il a le pot en 8, il te remet le pot en 7 et il repart. Donc, acharné et il remonte sur les gars. Donc non, en fait, tu peux pas te contenter de ça et rester là-dedans pour espérer faire des bons résultats tout au long de ta carrière. Des fois, ça te sourit et bah, faut prendre et voilà, être opportuniste et prendre ce qu'on te sert sur un plateau d'argent. Mais c'est sûr que quand tu en veux plus et que, encore une fois, on sait que son ambition, c'est de gagner. Avec l'ambition de gagner, aujourd'hui, il en manque toujours et même juste en vitesse parce que c'est en deuxième manche que sur la butte où je crois qu'on peut passer en dessous, ça fait petit tunnel là, avant d'arriver sur les vagues. Il a la roue avant devant, il est premier à ce moment-là. Il est en train de doubler, je sais plus qui sur sa droite et t'as Digan sur sa gauche qui au final le reprend dans les vagues. Mais bon, il est là, il est en tête, bon départ, il est dedans. Et effectivement, il finit 2, mais en réalité, il s'est fait doubler du coup par Emas. Dans ses deuxièmes manches, il allait se faire doubler par Shimoda. Alors il allait effectivement, voilà, il y a un si, il était là en train de le talonner. Ouais, mais après, tu vois, c'est ça aussi, c'est que si on prend les données de toutes les manches d'avant, enfin, depuis le début de la saison motocross, Shimoda a plus de vitesse que Tom Vial. Dans cette manche-là, il est parti derrière Tom Vial, il l'a recollé et il était presque en passe de le doubler avant de tomber. Il restait beaucoup de temps. C'est logique, enfin, c'est pas aberrant de penser que Shimoda allait doubler Tom Vial s'il tombait pas, quoi. Ouais. Après, évidemment, c'est un peu plus dur de parler de Kitchen qui voilà, mais ne pas tomber, ça fait partie de la course. Je suis d'accord. Mais comme tu dis, on va pas. Enfin, Shimoda, il s'est noté, hein, mais il est tombé en première manche, il est tombé en deuxième manche. Il va peut-être pas non plus tomber sur toutes les manches qui vont rester, quoi. Donc, à un moment donné, pour marquer. Et puis, tu vois, moi, que je revoyais le highlight et oui, c'est deuxième, mais c'est encore moins 10 points sur Digan en un seul week-end, quoi. C'est beaucoup de points perdus en une seule course. mais c'est que même moi, si on fait deuxième. Moi, je vois même pas. Moi, je cherche même pas Digan pour l'instant. Je cherche juste les autres déjà. Être meilleur que les autres. Tu vois, te positionner comme deuxième homme. Et ensuite, une fois que tu es installé en tant que deuxième homme, je vais essayer de gratter chaque week-end pour aller chercher quelques victoires devant Digan. Parce que, enfin, tu vois, moi là aujourd'hui, je pense même plus au titre pour un Tom Vial. Je pense juste à m'installer en tant que deuxième homme, battre tous les autres parce que Digan il est quand même clairement au-dessus. Donc avant de s'attaquer vraiment au chef là, attaque-toi aux petits soldats en dessous. Alors le chef c'est Kitchen. Attaque-toi à ceux d'en dessous, là, les soldats. Mets-toi en patron des soldats déjà. Et voilà, tu vois, gravis l'échelle petit à petit. Et ensuite, tu t'attaqueras à Digan. Mais le chef, les soldats, putain, on voit que Mr. Braff, il a fait le service militaire. Ah, la hiérarchie Call of Duty, il la connaît. Wow. Non, mais voilà quoi. Et donc en fait oui, j'en suis même pas là. Moi j'en suis à le voir se battre. C'est pas son combat normalement. Moi je crois que ce qui m'agace le plus en fait c'est un peu le discours parce que quand ils lui disent ouais tu dois être content, c'est deuxième alors que tu as eu quand même un début de championnat compliqué là depuis le début du motocross, il dit non je suis pas vraiment content parce que j'aimerais gagner patati patata. Et puis après quand une autre personne qui l'interviewe lui dit ah, deuxième, c'est mieux. Il dit oui, c'est mieux. Aujourd'hui, c'était plutôt pas mal. Ça va dans le bon sens et patati patata. Et moi, je préférais. Enfin, je sais pas si tu te rappelles l'époque des Stewart et des Reed, mais les mecs, ils étaient vénères quand ils finissaient deuxième. Ils avaient la haine contre la terre entière. Et enfin, Digan, il est tellement inquiet de personne en fait qu'il s'en fiche d'être deuxième. Mais le jour où Digan il fait deuxième derrière Jet, il est vénère, c'est sûr et certain. Hein. Ça peut être son premier podium 450. Si c'est Jet qui gagne et lui, il est deuxième, il va se dire je suis sûr que tu le verras visage fermé sur le podium. Bah ouais, non, c'est clair. Bah après, c'est sûr. Après, bon, c'est dans sa personnalité aussi. Tu vois qu'on ne voit jamais avec la hargne, les nerfs, l'envie de gagner, le visage, même les sourcils froncés, tu vois. Genre, c'est vrai que j'ai pas une image de lui comme ça. Que les autres, oui, Stewart, Reed, même Digan, on les voit énervés à certains moments quand ils gagnent pas. Un Jet, même en 250, quand il gagnait. Bon, des fois, je trouvais que c'était un peu trop quand même de ah non, mais j'ai pas bien roulé, machin. Là, c'est bon, arrête. Tu viens de prendre ton chécos, t'as gagné, facile, donc arrête de nous parler de ton pilotage. Là. Tu voyais comme ça, quoi. Mais
Un Sexton, même chose. Sexton, quand il faisait tous les week-ends derrière Faulkner, le gars, il était pas content. Et pourtant, c'est deuxième, c'est du bif, c'est un podium, Et il tu se vois, montre. et pourtant, Sexton, lui, à la limite, je le trouvais presque arrogant à l'époque. Je lui disais, non, mais frère, t'as jamais gagné, déjà t'es deuxième, et t'es là à dire, oh, je veux le battre, tu l'as jamais battu. Doucement, peut-être t'en es pas capable, tu vois. Ouais, mais justement, Mais, c'est qu'il est deuxième et il y a personne d'autre. Donc forcément, et au il final, faut s'attaquer à... il a montré que, ouais, tu vois, à force d'y croire et de bosser, il arrivait à un niveau quand même incroyable, Sexton. Mais. Ouais, moi je crois que le discours, tu vois, je pense que si j'avais un Tomiak qui disait, ouais, non, deuxième, c'est pas assez bien, là, je vais me botter les fesses ces 2 semaines à l'entraînement et on va essayer de le battre la prochaine course à Southwick parce que c'est mieux, mais c'est pas assez bien, tu vois. Ben, je pense que j'aurais plus d'entrain en me disant vivement Southwick et on va voir Tom et être à fond derrière lui quand je regarde la grille tomber que maintenant je suis un peu, à plat en fait quand je regarde. Mais bon. Après, il a quand même dit dans la conférence de presse, quelqu'un leur a demandé aux trois qu'est-ce qu'ils allaient faire pendant le week-end off. Et donc, t'as Digan qui a dit qu'il allait aller sur le lac, louer un bateau. C'est ce qu'il a fait, un petit jet ski là. Je l'ai vu sur TikTok. Et Kitchen qui a dit ouais, bah, on va rouler un peu, puis on va aussi aller pêcher, je pense. C'est pas. Et puis Tom, il a dit ouais, non, je compte m'entraîner pendant les 2 semaines. Bon, c'est bien. Donc ça, c'est bien. Bon, Kitchen 2-6, ça progresse doucement. Effectivement, donc on en a parlé rapidement, mais 6e avec ce petit accrochage tout doucement, mais qui fait perdre beaucoup de place au premier tour. Ouais, j'aimerais bien le voir partir avec Digan un peu là, parce que même si je pense qu'il en manque quand même un petit peu. En première manche, il est parti pas loin, hein, il me semble. Il est arrivé à la 2e place assez vite, quoique je sais pas, mais il a perdu du terrain. Une fois qu'il était en 2e place, il a continué à perdre un peu de terrain sur Digan. Mais c'est vrai que non, il avait peut-être déjà pas tellement Digan en ligne de mire. Mais bon, c'est sûr, quand tu regardes par rapport à la première épreuve, ça progresse quoi, quand même. Oui. Bah, déjà la chaîne est restée sur la moto. Bon, Imus, donc on en a parlé, 5e, 3e avec mal au genou et ouais, je crois que le team manager Honda, il a juste dit tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas bon. Et j'entendais sur le Papier Show où a priori, enfin les gens autour de lui craignent quand même que ce soit une déchirure des ligaments croisés dans son bon genou, quoi. Pas celui où... Mais donc là j'ai envie de me dire qu'il y a peut-être quand même des questions à se poser parce que ça ferait 3 ligaments croisés en 2 ans ou 2 ans et demi, je crois, pour Imus. Donc il y a peut-être un moment où là il faut regarder ce qu'on fait au niveau du pilotage quand même. Parce que les blessures, bien sûr, ça arrive, mais là ils tombent même pas. Enfin, après je sais pas là. Enfin, il y a des ornières, ça peut arriver à tout le monde, mais ça arrive pas à tout le monde d'en faire 3 en si peu de temps, quoi. Bah ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire justement. Est-ce qu'il est, il a une fragilité, tu vois. Enfin, j'en ai pas tous fait, on est tous fait à peu près pareil, mais au final, on sait très bien qu'il y en a qui ont oui, quand des même, prédispositions. voilà, un os d'une personne ne résistera pas aussi bien que celui d'un autre pour un même choc. Donc même chose pour les ligaments et tout ça. Et tu vois, là, je me demande vraiment, est-ce que c'est lui qui, voilà, pour le coup, pose le pied d'une certaine manière que tu ne dois pas, qui est trop risqué, trop voilà, ou est-ce que c'est qu'il doit faire beaucoup plus attention que n'importe qui d'autre. Et bon, ça malheureusement, enfin, je pense que même la science ne peut pas nous donner la réponse, tu vois. Mais sur la rigidité et la possibilité de résister à un choc ou un trauma. Mais c'est vrai que c'est quand même impressionnant, les blessures comme ça, quoi. Bon, on a pas mal traîné, donc on va accélérer un petit peu sur les autres pilotes de la catégorie 250. Mais je voulais quand même faire une mention pour Marchbanks qui fait qui fait 7e et 4e là sur la manche, mais je crois qu'il est toujours 3e au championnat. Donc un début d'été quand même solide pour Marchbanks. Ouais. Shimoda, alors Shimoda c'est pareil. Lui, je trouve que le discours il est pas trop en phase avec la réalité. Il dit qu'il manque le départ, mais oui, ok, quand tu pars pas 5, ok, mais après si tu pars 5, ça va, tu vois. Et pour aller gagner, non, en fait, là, ça va pas. En fait, les mecs, quand ils disent ça, il faut le prendre en mode à l'heure actuelle. Si j'ai pas le départ, je n'irai pas remonter de la 5e place à déposer Digan ensuite pour le battre. Mais pour le coup, ça peut être ton objectif. De la 5e place, Joe, je pense qu'il peut le faire, tu vois. De la 8e, 9e, non, peut-être pas, mais surtout que Digan, il part pas un non plus. Ce week-end, il est bien parti. Mais c'est le premier week-end où il part aussi bien depuis le début du championnat.
Il part 5 à Fox Raceway, la première épreuve, à peu près il part 5 et 4, je crois, des deux manches. Oui, il y a qui devant? Et le problème, oui, c'est que Shimoda, il est encore plus loin, mais il est pas si loin que ça. Enfin, moi, je trouve que Shimoda, ce qui lui manque, c'est de pas tomber. Là, tu vois, ce week-end, s'il tombe pas, je pense qu'il fait 2-3, 3-2, 2-4 peut-être, enfin quelque chose comme ça, tu vois. Mais il est avec Kitchen. Il est dans la route Kitchen toute la première manche, à mon avis, Shimoda, s'il tombe pas. Enfin, il est parti. Oui, là, il est parti super loin, mais je veux dire, depuis le début de la saison, Shimoda, il fait pas que des départs où il part 15e. Non, je crois pas. Donc, ouais, je sais pas, c'est plus de la constance. Et enfin, tu vois, quand il a fait 4 deuxième places de suite au début, bah, il manquait pas les départs, ça allait. Je sais plus où est-ce qu'il partait. Mais enfin, moi, je rejoins sur le fait que s'il part pas juste derrière Digan ou voilà, ouais, Ou devant. 2-3, ouais, ou devant lui, quoi. Je les vois pas non plus remonter, puis ensuite avoir ce qu'il faut pour aller le chercher quand lui, il a déjà créé un gap parce qu'il est en tête depuis quelques minutes déjà. Donc je comprends qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, et encore une fois, c'est pas en une semaine, 2 semaines à s'entraîner 2 fois avant de retourner rouler le week-end que bam, ça va débloquer quelque chose et qu'ils vont prendre 3 secondes à Digan, tu vois. Donc, Bah, peut-être un truc sur la moto. donc non, faut Une dent de plus sur la couronne. réussir à prendre le départ. Et effectivement, et en étant dans son rythme, tu vois, peut-être en calquant un peu son rythme ou même en partant devant, là, ça peut t'aider et te tirer vers le haut. Mais ouais, ils ont quand même besoin de partir devant avec lui, quoi. Aujourd'hui, il est devant, donc il est au-dessus. Et puis sinon, mention spéciale pour Jelix Wall, qui, pour sa première course de l'année, après un retour suite à une rupture du tendon d'Achille, fait top 10 quand même. Finit 10e du général. Et il fait mieux que Faulkner, du coup. Meilleur pilote Triumph. Mince. Mieux que Faulkner, Smith et Harrod. Donc bravo Jelix. Bon, on s'arrête là. Je crois qu'on a oublié. Eh bien, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, 50 likes équivaut un code promotion moins 15% chez MGT Design et MGT Design Racewear pour le mois de juillet. Donc allez-y, smashez le bouton du pouce bleu, du pouce en l'air, hein, s'il vous plaît, mettez pas en bas, c'est pas cool. Et puis on vous dit merci de nous avoir suivis. Et pas de podcast la semaine prochaine, étant donné qu'il n'y a pas de MXUS, même s'il y a le Grand Prix de Matterley Basin. Mais je pense qu'on va laisser Mr. Brab se reposer un petit peu. Et on se dit du coup à dans 2 semaines pour voir ce qui s'est passé à Matterley Basin, à High Point. Et il y aura peut-être eu encore un autre GP d'ici là. Je ne suis pas hyper calé sur le calendrier. Mais on verra tout ça. À plus. Ciao.